sommaire de ce journal 10 novembre, célébration de la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement, une occasion pour rendre visible la science, la technologie et l'innovation. Et puis 2013, ça sera l'année des élections provinciales et sénatoriales. Le budget relatif est estimé à 260 milliards de francs congolais. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. 219 jours depuis que la RDC est agressée dans sa partie Est. Toutes nos pensées donc aux victimes de cette agression. Mais démarrons ce journal par l'éditorial du jour reflétant le point de vue du gouvernement. Il est intitulé « La RFI persiste dans son acharnement contre la RDC ». Robert Ndaye pour la lecture. De ce mois de novembre 2012, RFI a esquissé sa propre réflexion sur les élections des gouverneurs qui se sont tenues au Bas-Congo et en province orientale. Pour la chaîne publique française, la majorité et particulièrement son autorité morale, Joseph Kabila, aurait subi un véritable naufrage à Matadi et à Kisangani car les députés provinciaux n'ont pas voté les candidats officiellement adoubés par la plateforme présidentielle. On peut s'étonner des pareilles interprétations au regard des incessantes dénonciations par ce média et ses inspirateurs du soi-disant déficit de démocratie en République démocratique du Congo. Il faut en effet relever que si des élus provinciaux ont voté selon leur conscience et en dépit des mots d'ordre des familles politiques, on devrait y voir d'abord et saluer une belle démonstration de démocratie. En tournant, en dirigeant ce fait, la France, donneuse des leçons de vérité électorale devant l'Éternel, semble vouloir une chose et son contraire en même temps, à moins qu'il ne s'agisse d'une mauvaise foi fondée sur une irrépressible volonté de nuire. Nos chroniques renseignent par ailleurs qu'à peine élu à la tête de son pays, le président français François Hollande avait soutenu son ex-compagne Madame Ségolène Royal aux législatives de juin 2012, dans la circonscription de La Rochelle où elle avait été battue. On est en droit de questionner la lecture faite par nos confrères de RFI de cette débâcle de Ségolène Royal à La Rochelle alors qu'elle avait le soutien déclaré du président Hollande. Hormis les dérives épistolaires de l'actuelle compagne du chef de l'État français, Valérie Trierweiler, qui avait posté sur Internet un message hostile à sa rivale, nul à notre connaissance au sein de la radio mondiale ne décrivit cet épisode comme un Waterloo politique de la gauche française, étant donné que, tout comme en République démocratique du Congo, c'est un autre partisan du pouvoir en place en France, Olivier Falorni, qui l'avait emporté. Pourquoi alors ces explications si différentes sur des situations pourtant identiques? Seule Radio France Internationale connaît la réponse. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi la rentrée judiciaire 2012-2013 à la Cour suprême de justice. Et le Premier ministre Matata Ponyo, le président de l'Assemblée nationale Aubin Minakou, ainsi que d'autres grandes personnalités du pays ont pris part à cette cérémonie. Dans les détails vous seront livrés dans nos prochaines éditions. À l'Assemblée nationale, le projet de loi sur l'application de la Convention de l'Union africaine contre la corruption a été adopté hier, tandis que la validation des mandats des députés proclamés élus de Massissi est confiée à une commission ad hoc. Jean-Pierre-Henri Kassangalambekou. Présidentielle du député José Makila de surseoir la validation des mandats de 7 candidats proclamés élus par la Cour suprême de justice et la CENI dans les territoires de Massissi a entraîné comme conséquence une nouvelle réappropriation par la commission politique, administrative et juridique de la matière aux fins de la recadrer à l'aide d'amples précisions sur le contexte du déroulement des élections dans cette partie du Nord Kivu. Dans 7 jours, on y reviendra, et donc lever la suspension décrétée sur le traitement de la question
population, alors que c'est tout le contraire avec le tout nouveau député Kosodie Sekovi de la circonscription électorale de Lomela. Hier, première suppléant de Moïse Kangaloshima, appelé à des fonctions incompatibles avec le mandat parlementaire. C'est à la commission économique, financière et contrôle budgétaire déjà occupée par la loi des finances 2013 qu'a été confié pour examen approfondi le projet de loi sur les dispositions relatives à la transformation des entreprises. Le secteur de l'électricité qui donne la substance à un projet de loi a été au rendez-vous avec la réaction du ministre des Ressources hydrauliques et électricité aux questions et préoccupations exprimées par 30 intervenants il y a plusieurs semaines de cela. Bruno Kapanji-Kalala a répondu à l'aspect protection de l'environnement dans la loi, la libéralisation du secteur, les cadres institutionnels, les garanties attendues de la réforme quant à l'amélioration en qualité et en quantité, les dispositions pénales, le taux de la desserte, la facturation, ainsi que les compétences entre le gouvernement central et le province. Dans un meilleur délai, la Commission aménagement du territoire et infrastructure livrera ses conclusions à la lumière de nombre de suggestions et recommandations. S'agissant de l'autorisation de la ratification de la Convention de l'Union africaine contre la corruption, le projet de loi y afférent a été adopté à une très grande majorité avant d'être envoyé pour seconde lecture au Sénat. Restons au Palais du Peuple où s'est poursuivi le dépôt des rapports sur les vacances parlementaires. Encore une fois de plus, Jean-Pierre-Henri Kassangalambengu. Vacances parlementaires, chaque député, suivant un canevas inspiré par le bureau de l'Assemblée nationale, dépose un rapport sur la vie politique, administrative, économique, sociale et culturelle de son fief électoral. Il appartiendra plus tard à des commissions spéciales et temporaires d'en exploiter les contenus avec cette possibilité ouverte, au plan bien sûr de l'accompagnement, de la présence des membres du gouvernement ou autres institutions pour éclairer leur lanterne ou donner des réponses ou solutions aux problèmes soulevés. La charge d'assurer l'exploitation et les suivis revient au rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale et donc, en l'occurrence, Jean-Pierre Chimangabwana. Amorcé par le député Juvenal Mounou-Bomubi du territoire de Walikale dans la province du Nord Kivu, l'opération s'inscrit dans le temps, juste à la date butoir du 10 novembre 2012. Pour les besoins essentiels en territoire de Walikale, c'est d'abord la sécurisation ou la pacification, le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Il faut trouver une solution définitive et durable aux groupes armés locaux, parce qu'il y en a beaucoup, mais également aux groupes armés étrangers comme la FDLR. Alors, il faut aussi la réhabilitation des axes routiers. Je vois ici l'axe Goma-Walikale, et si on réhabilite par exemple cet axe, Goma sera relié à Massissi, Massissi relié à Walikale, Walikale relié à Kisangani, parce que l'axe routier Walikale-Kisangani n'est pas en très mauvais état, elle est encore dans un état acceptable. À l'hôtel du gouvernement, le Premier ministre Matata Ponyo a eu des échanges avec une délégation de la CENI sur le budget prévu pour les élections provinciales et sénatoriales de 2013, un budget estimé à 260 milliards de francs congolais, nous dit Gisèle Ngaloulampoy. Le Premier ministre Matata Ponyo a tenu à rappeler à cette délégation de la CENI la détermination et l'attachement du président de la République au processus électoral en cours. Le gouvernement qui matérialise cette vision tient à la poursuite des opérations électorales, notamment la tenue l'an prochain des provinciales et des sénatoriales, comme l'a évoqué le vice-président Jacques Njoli. Nous sommes venus remercier le Premier ministre qui a prévu un budget conséquent, plus de 260 milliards pour l'organisation des élections provinciales, sénatoriales et du gouvernement pour l'année 2013. Donc nous devons à tout prix faire un effort pour qu'il y ait symétrie de légitimité et restaurer les équilibres politiques à tous les niveaux, de sorte que à l'aube des années 2014, nous puissions avoir aussi des élections municipales qui vont socler la démocratie vers la base. Nous avons aussi abordé d'autres questions périphériques, mais c'est surtout cette question qui a dominé nos entretiens, la relance du processus électoral. Et le chef du gouvernement a également reçu le nouveau représentant résident de Fonds monétaire international en RDC. Matata Ponyo a échangé par la suite avec une délégation de Global Witness. Les détails avec Ricky Nzuziloya. Étudier les possibilités de renforcer la coopération entre la République démocratique du Congo
et le Fonds monétaire international. C'est l'essentiel des points évoqués à l'entrevue du Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon et le tout nouveau représentant pays du FMI RDC. Oscar Melado a exprimé au chef du gouvernement la volonté de son institution à accompagner notre pays dans cette période très importante et des sacrifices. C'est pour arriver à l'amélioration des conditions sociales de la majorité des Congolais. Le pays déjà a amélioré beaucoup la performance macroéconomique. Et maintenant, qu'est-ce qu'il manque? Et de transformer ces bénéfices macroéconomiques en bénéfices pour la population, pour bénéfices en termes d'éducation, bénéfices en termes de santé. Enfin, c'est Global Witness, cette organisation internationale ayant pour mission de veiller à la gestion saine des ressources naturelles qui était à l'honneur à la primature. Le Premier ministre Matata Ponyo a exprimé à l'expert international des affaires forestières l'attachement du gouvernement congolais aux questions de bonne gouvernance économique dans tous les secteurs, y compris forestiers. Son Excellence le Premier ministre, il est très content avec notre rapport et il m'avait assuré que son gouvernement est très engagé pour combattre la corruption, pas seulement dans le secteur forestier, mais dans tous les secteurs. Il a bienvenu les efforts de la société civile pour aider son gouvernement à faire ordre dans le secteur forestier, aussi dans le secteur minier. À la Défense nationale, le vice-premier ministre Alexandre Lubantambo a évoqué avec Roger Miss la situation sécuritaire actuelle dans l'est du pays. Félix Zaloumet-Dando nous en parle dans ce reportage. Les échanges réguliers entre la MONUSCO et le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants ont offert une fois de plus une opportunité ce jeudi à Alexandre Lubantambo et Roger Miss de parler de la situation sécuritaire dans l'est du pays et d'évaluer les activités de la conférence internationale de la région des Grands Lacs. Selon le diplomate onusien, il y a le recrutement de nombre important de jeunes au sein du mouvement M23 et de certains groupes armés tels que le Maï Maï. Nous avons des rapports depuis quelque temps de recrutement par les M23 surtout, ainsi que certains groupes Maï Maï et autres aussi, des enfants. C'est absolument quelque chose contre la loi. J'ai souligné avant, et je peux dire encore, que les personnes qui sont responsables pour telle sorte de recrutement sont toujours portent la responsabilité pour ces actions, donc pour d'être traduits éventuellement devant la justice. Toutefois, la conférence internationale de la région des Grands Lacs poursuit l'initiative des concertations pour trouver les troupes et résoudre quelques dispositions pratiques pour la création de la force internationale neutre à déployer à la frontière commune Rwando-RDC congolaise. La force proposée d'une force internationale neutre a été adoptée pendant la dernière séance du ministre de la Défense. J'avais des échanges récents depuis quelques jours avec le secrétaire exécutif de la CIRGL ainsi que l'Union africaine pour la suivi et la continuation de trouver les troupes des contributeurs ainsi que autres questions pratiques pour mise en réalisation. Et de notre part, nous continuons toujours nos efforts à appuyer toutes ces initiatives de la CIRGL. La deuxième promotion de la formation de base de la police nationale congolaise a ouvert ses portes hier au centre d'instruction de Kasangulu. Nous sommes là dans le Bas-Congo. C'est le fruit du partenariat police nationale congolaise, JICA, NUD et MONUSCO. Mireille Ndeke et Oscar Mbal ont signé ce reportage. Parti avec la deuxième promotion de la formation de base de la police nationale congolaise au centre d'instruction de Kasangulu dans le Bas-Congo, sous la direction du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej. Après celle de Mugunga dans le Nord Kivu et celle de Kapalata dans la province orientale, 500 policiers, dont 22 policières, participent dès aujourd'hui pour une durée de 4 mois à cette formation dans les cadres de renforcement de capacités pour la sécurisation de personnes et de leurs
leurs biens. Le commissaire général adjoint en charge des opérations et de renseignement, Benjamin Alongaboli, a exhorté ses poulains à suivre les enseignements dans la discipline en vue de garantir leur carrière. Avec une enveloppe de 2 500 000 $ américains financée par la JICA dans le cadre de la coopération RDC-Japon, cette formation permettra aux bénéficiaires d'acquérir des normes de base auprès d'un personnel bien qualifié et bien formé dans l'objectif d'avoir une police homogène et plus apte. À travers cette formation, la préoccupation du gouvernement inscrite dans son programme 2012-2016 vient d'être matérialisée. Celle de former et de perfectionner de manière permanente les unités de la police nationale parmi les priorités, a indiqué le ministre Richard Mouyej. L'organisation de la formation de base au profit des policiers non formés, mais qui sont déjà en activité, permettrait à ce dernier d'acquérir des connaissances de base et de bien maîtriser les règles d'éthique et de déontologie du policier pour pouvoir éviter ou corriger certaines erreurs du passé. Cette cérémonie a été sanctionnée par un point de presse où les journalistes ont été fixés sur plusieurs questions liées à l'organisation et au fonctionnement de la police nationale congolaise. Toujours au sein de la police nationale congolaise, fin de la formation d'un corps d'élite. Sa mission principale, c'est de sécuriser les personnes et leurs biens. Plus de détails dans ce reportage de Blandine Wavingana Mboyo. Au lancement de la formation des bases sur la police de proximité dans le Bas-Congo, lundi 5 novembre a été une journée particulière au centre de formation Vulamantadi. La première promotion a compté 274 éléments formés pour la sécurité des personnes et de leurs biens dans une approche de proximité dans la commune de Nzanza, dans la ville de Matadi. L'expérience a donné un résultat satisfaisant car devant un parterre d'autorités politico-administratives, le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise en a profité pour encourager ces hommes. Choisi parmi les 3 provinces pilotes sur les 11 que compte la République démocratique du Congo pour expérimenter la doctrine et la mise en œuvre de la police de proximité est en train de s'affirmer chaque jour qui passe que le choix porté sur elle a été judicieux et par conséquent bon. De satisfaction parce que la prestation sur terrain de premiers policiers formés répond aux attentes de la population de la commune de Nzanza. La première vague passée, la deuxième promotion qui est arrivée compte 300 élèves policiers. Ces nouvelles recrues vont suivre une formation de 6 mois assortie d'1 mois de pratique sur le terrain en vue de consolider les théories apprises à l'exercice réel de sécuriser véritablement la population civile au sein de la communauté. Revenons dans la capitale où une structure de contrôle et de gestion des appels téléphoniques vient d'être mise en place. Le ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication l'a annoncé hier au cours d'un point de presse qu'il a animé. C'est un reportage de Patrick Moukouyi rendu par Sylvie Moembo. Elles sont restées sans réponse pendant un temps. Ce sont les questions sur l'utilisation abusive du code 243 ainsi que la minoration des minutes d'appel. Le gouvernement a décelé les failles. Le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, le professeur Trimphon Kinkemulumba, a dénoncé cette pratique qu'il qualifie de fraude téléphonique. Pour mettre un terme à cette pratique qui pénalise les utilisateurs congolais et qui prive des revenus conventionnels au trésor public, le ministre Kinkemulumba a annoncé la mise en place en République démocratique du Congo d'un corps avec spécificité la gestion et le contrôle des appels téléphoniques. Ce corps sera chapeauté par le duo franco-américain Agilis et Télécom. Je remercie Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a particulièrement accompagné mon ministère dans le processus laborieux et délicat. Ce contrat est un contrat test, conclu pour une durée de 3 ans, qui permettra au gouvernement de le renégocier le cas échéant à meilleur avantage. Notre pays était devenu la cible privilégiée des pirates disséminés dans le monde avec leur SIM-box.
qui se sont amusés à acheminer du trafic international toxique vers le Congo, sachant que le Congo ne disposait d'aucune parade. Désormais, les opérateurs payeront au trésor ce que l'État, par cet expert, aura mesuré lui-même. Monsieur Yann Ikierski, directeur général de l'entreprise Télécom, une partie qui a la même mise sur le projet, précise sur les modalités d'exécution du projet. Un système qui nous permettra à tous déjà de tracer les appels, d'avoir une idée précise des appels qui terminent en carte SIM pour pouvoir en effectuer la coupure, et d'autre part un système de monitoring qui permettra de profiler tout ce qui sera piraterie en VSAT et autres liens frauduleux en voie sur IP, puisque tout passe par la voie sur IP pour la piraterie. Je disais au sommaire, célébration aujourd'hui 10 novembre de la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. À ce sujet, le ministre de tutelle a adressé un message à la nation. Bonaventure Tchelo est ici au micro de Blandine Wavingana. 10 novembre de chaque année, le monde entier célèbre. Dans la province du Bandundu, objectif suivre de près l'application des mesures qu'il a prises en rapport avec l'exploitation illégale de bois. Suzanne Loumana et Florent Ochumbe. La logique du gouvernement est de voir les ministres sur terrain pour s'imprégner des réalités de leur secteur. Le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, Bavonson Poutou Elima, s'est rendu dans la province du Bandundu pour s'assurer de l'effectivité et d'application de mesures qu'il a prises dernièrement dans son secteur sur l'exploitation illégale du bois. Pendant son séjour dans le Bandundu, Bavonson Poutou a visité les parcs à bois d'Engabomi où sont saisis les bois coupés illégalement par 3 sociétés forestières. Ensuite, le ministre de l'Environnement est allé visiter et inaugurer les postes de contrôle du flux du bois sur le fleuve Congo à Mouchi. Il a profité de l'occasion pour sensibiliser la population de ces coins du pays à bien protéger les forêts. Esika misala l'État na bandeko oyo bazosalisa biso makambo bazamba tobengi bango Banque mondiale ndako ekozala esika tokobanda otala moke moke ndenge nzete ezokatama na mboka oyo na bamboka pembeni eti nzete yango ezolekaka na mai ekozala babengi na lopoto poste de contrôle toye po tofongola yango bandeko oyo bakosala awa babanda deja kosala misala na bango soki tobongisi makambo ya zamba te ekozwa misala ya malonga mpe te mboka ekotongoma mpe ndenge ya malonga te. Au ministère du Plan et suivi de la mise en œuvre de la modernité, Célestin Vounabandi a présidé hier la réunion ordinaire du comité exécutif de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Antoine Roger Bolamba nous en parle dans ce reportage. Au cours de cette réunion extraordinaire du comité exécutif de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, présidée par le ministre du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité, les participants ont procédé à la validation d'un certain nombre de mesures, parmi lesquelles l'examen des aspects qui manquent dans le rapport ITIE 2010 avant sa validation. Ensemble avec ses collègues ministres et membres de ce comité, le ministre de tutelle de l'ITIE, Célestin Vounabandi, en sa qualité de président du comité exécutif de l'ITIE, a indiqué que cette rencontre se poursuit jusqu'à réunir des informations nécessaires au sujet des entreprises qui doivent figurer dans le périmètre d'analyse. Nous sommes dans une phase critique, une phase importante de la validation du rapport ITIE 2010. La réunion de ce jour donc avait pour objectif d'examiner les modalités pratiques d'adoption de ce rapport. Il y a des dispositions que nous avons prises. Et je pense que l'adoption du rapport interviendra très prochainement parce que, avant la fin du mois de novembre, nous devons avoir transmis ce rapport à l'ITIE international. Très prochainement, un débat public sur le contrat chinois sera organisé avant la publication officielle de ce rapport ITIE 2010. Réunion de concertation hier entre l'Association nationale des entreprises du portefeuille ANEP et l'Agence japonaise de coopération internationale JICA. Au menu, la poursuite du programme de formation à l'Institut national de préparation professionnelle. Vital Pagabita.
INPP-JICA se porte bien. Au cours de cette réunion avec l'ANEP, dont est membre l'INPP, il a été question d'évaluer les niveaux d'exécution du programme de formation à l'INPP avec l'appui logistique de l'agence japonaise de coopération internationale JICA. La Régie des eaux, l'OGFREM ou encore la SONAS, pour ne citer que cela, ont considéré le rôle de premier plan que joue l'INPP dans la formation pratique des agents de l'État. Une formation dont les modules sont adaptés aux besoins et aux spécificités de chaque entreprise. Nous avons fait appel à certaines de nos entreprises membres qui, du reste, dans l'ensemble, sont très satisfaites de l'évolution des méthodes de formation qu'applique l'INPP depuis un certain temps et surtout depuis son partenariat avec la JICA. Toutes les entreprises ont été unanimes que l'INPP s'est beaucoup amélioré et l'INPP fait un effort pour s'approcher davantage des entreprises, identifier les besoins réels en formation et adapter les enseignements dispensés en fonction des besoins de ces entreprises-là. Pour rappel, l'ANEP est une organisation interprofessionnelle dont la mission essentielle consiste à soutenir tous les programmes d'action des entreprises membres en vue de réaliser les bénéfices avec un accent particulier sur le renforcement des capacités des agents par la formation théorique, mais surtout par la praxis. Ainsi s'achève ce journal, un journal de Eugénie Dada Chabani réalisé par Nadine Foutouka sous la direction de Guillaume Koukoumamengi Pandji. Un grand merci à Jacques Chibobois qui a concouru à sa rédaction et au nom de la grande équipe. Je vous dis merci de nous rester fidèles et bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.